Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une interview d'un créateur de contenu sur YouTube de la chaîne Un peu moins pauvre. Salut, comment vas-tu? Salut Laurent, ça va très bien. Merci beaucoup pour cette invitation. Merci à toi d'y avoir répondu, hein. Je suis très, très content, très honoré de t'avoir avec moi parce que j'ai découvert ta chaîne il y a quelques temps maintenant et justement, je voulais échanger avec toi pour que tu nous parles un petit peu de tes projets. Alors, tu as une chaîne YouTube, je fais juste une petite introduction et je vais te laisser expliquer, mais en fait, tu as une chaîne YouTube qui a été créée il y a pas mal d'années où tu parles notamment de crypto-monnaie, de realty et également de bourse et de pas mal de business. Et justement, ça me paraissait vraiment très intéressant parce que ce dont tu parles est complémentaire et différent à la fois aussi de ma chaîne YouTube. Donc, ça me paraissait très intéressant d'aborder ces sujets avec toi. Donc je vais peut-être commencer par te laisser te présenter. Merci. Alors, effectivement, oui, j'ai créé une chaîne YouTube, je l'ai créée en 2020. Déjà, pour commencer, je m'appelle Un peu moins pauvre, le nom de la chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne justement pour permettre aux gens un petit peu de démocratiser l'investissement, car j'avais l'impression de pas vraiment entendre parler, personne parler d'investissement. Là où j'en ai entendu parler justement, c'est sur YouTube, mais il n'y avait pas cet aspect de suivi des plateformes, de quelque chose de concret. Et c'est là où j'ai décidé justement de créer une chaîne YouTube et de parler des investissements justement que j'étais en train de faire et de développer ça au cours des années avec mes investissements, mes petites économies, voilà, de montrer ce qui a réussi, ce qui a échoué et que tout le monde puisse interagir et se retrouver forcément dans ce que je fais. Je te retrouve dans le partage, mais juste avant, est-ce qu'il y a une philosophie derrière sur ta chaîne? Parce que j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir ta chaîne, hein. Je mettrai le lien en description. Et du coup, j'avais une première question très rapide. Sur ta chaîne, tu te montres pas et on ne connaît pas ton nom, ton prénom. Il y a vraiment une raison derrière ou voilà. C'est juste par curiosité, je te pose la question. Alors, tu fais bien, effectivement, il y a une raison, c'est dans le sens où je préfère rester anonyme, car quand on parle d'argent en France, ça peut toujours créer des soucis. Voilà, il y a plusieurs personnes, dont un cher, du moins, un YouTuber aussi très connu, qui lui s'est fait agresser chez lui. Je n'ai pas envie d'en arriver là, je ne dis pas que forcément ça en arrivera là, mais je trouve que c'est plus facile, et c'est plus facile aux gens de s'identifier avec quelqu'un qui parle, mais on ne voit pas forcément son visage. On ne sait pas si la personne a vraiment de l'argent, pas d'argent, parce qu'au final, c'est un peu ce que montrent les vidéos de beaucoup de youtubeurs, c'est soit il y a beaucoup d'argent dessus et les gens vont dessus parce que ça attire, soit s'il n'y a rien, les gens vont pas forcément regarder les vidéos. Et moi, je préfère juste partager, mais en restant anonyme. D'accord. Non, non, mais ça se respecte. Non, non, c'est très bien d'ailleurs. Et puis ça gêne pas du tout ton contenu parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vidéos très, très intéressantes sur ta chaîne. Et justement, aujourd'hui, donc, tu as dépassé les 3200 abonnés, si je ne me trompe pas. Tu as quasiment plusieurs centaines de vidéos. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais tu as vraiment beaucoup publié depuis 2020. Alors, j'ai regardé exactement, justement, avant l'interview, j'ai 433 vidéos sur la chaîne YouTube. Effectivement, ça fait beaucoup par rapport au nombre de vues, on va dire, que j'ai sur les vidéos, car 433, c'est limite le nombre de vues que j'ai par vidéo. Donc voilà, ça reste en fait dans le partage. Je le fais plus pour partager que pour gagner de l'argent ou quoi que ce soit derrière. C'est pour que les gens, en fait, aient ce sentiment, ce besoin de devenir un peu moins pauvres. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'explique pourquoi aussi, je l'explique à la communauté pourquoi cette interview n'est pas filmée. C'est justement pour rester dans cette philosophie. Ça restera en fait une sorte de podcast avec juste l'audio. C'était juste pour expliquer cela. Dans ce cadre de vidéo, c'est toujours un peu plus compliqué, sachant que moi, sur les vidéos que je fais, je montre plus justement mon ordinateur, les plateformes que j'utilise, où là, j'ai pas forcément besoin de montrer ma tête. Effectivement, là, sur le type de vidéo qu'on est en train de faire, c'est toujours un peu plus dur. Et c'est là où je me suis retrouvé aussi en lien avec ta chaîne, parce que ce que j'aime bien, on peut dire 433 vidéos, c'est énorme. On pourrait dire c'est des vidéos bâclées, etc. Mais non, c'est vraiment des vidéos très pratiques par rapport à d'autres vidéos qu'on peut voir sur YouTube, hein. Il y a vraiment aussi d'autres chaînes qualitatives où on va avoir qu'une vidéo par semaine, très bien fixée, très bien travaillée. Peut-être un peu plus théorique, mais là, effectivement, dans tes vidéos, et je m'y retrouve parce que moi aussi, c'est ce que je veux proposer sur ma chaîne, c'est des vidéos vraiment pratico-pratiques où tu partages ton parcours, tu fais des tests, des fois ça marche, des fois ça marche pas, et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Voilà, c'est là où en fait c'est tout le but de ma chaîne, c'est vraiment de montrer ce qui est possible, pas possible, ce qui se passe. Et au final, que ça plaise ou que ça plaise pas, je trouve que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, par contre, sont inspirées et ça leur donne envie eux aussi de progresser. Et je vois après à travers la communauté que effectivement ça a l'air de marcher. Le fait de ne pas forcément faire des vidéos qualitatives, dans le sens faire des gros montages, des choses compliquées, moi je veux juste montrer c'est l'essentiel de ce qu'il y a à faire.
te rejoins totalement là-dessus. Moi, j'aime cette philosophie. C'est pour ça, notamment, pas le seul élément, mais c'est pour ça que je t'ai sollicité pour cette interview. Alors, au-delà de ça, donc sur ta chaîne YouTube, donc tu publies beaucoup de vidéos et tu parles beaucoup de crypto-monnaies et aussi de Realty. Alors, d'où est venu cet intérêt pour ces actifs, j'ai envie de dire ça vient d'où la genèse? C'était 2020 ou tu as déjà commencé à investir avant 2020, avant la chaîne YouTube? Alors, j'ai commencé à investir dans les cryptos en 2017. D'accord. J'en avais entendu parler comme ça, une publication qui passait sur Facebook. De là, je me suis vite fait inspirer. Au début, bah forcément, quand j'en ai entendu parler, c'est parce que des gens disaient que c'était le moyen de gagner des fortunes. Moi, j'étais beaucoup plus jeune, donc dans ma tête, c'était le moyen de devenir riche sans me prendre forcément justement la tête et du jour au lendemain pouvoir changer de vie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas du tout, mais enfin, c'est avec les cryptos que j'ai commencé à investir. Derrière, ça a suivi la bourse et derrière, bah, ça a suivi Realty avec l'immobilier. Et je pense que je suis rentré plus facilement dans Realty du fait que je connaissais déjà un petit peu le monde des crypto-monnaies. Alors ça, effectivement, d'ailleurs, ça peut intéresser certaines personnes de l'audience qui n'ont peut-être jamais investi sur Realty. Effectivement, alors moi, j'ai investi pour la première fois il n'y a pas très très longtemps. Il y a un frein quand même quand on va investir sur Realty, c'est l'aspect un petit peu technique qui, une fois qu'on le connaît, et c'est OK, mais par contre, pour voilà, mettre le pied à l'étrier, se lancer, c'est pas si évident. Donc justement, est-ce que tu aurais peut-être, en deux, trois mots, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour investir sur Realty et puis après, on verra pourquoi. Mais effectivement, pourquoi? Enfin, il y a un aspect technique qui est assez, qui fait peur, on va dire. Oui, je pense que c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de personnes se restreignent à ne pas investir dessus et vont sur d'autres plateformes. Mais au final, enfin, ça reste quand même assez simple parce que Realty propose deux façons de s'inscrire. Soit la fonction walletless, où on a le BABA, c'est-à-dire qu'on peut acheter des propriétés et percevoir nos loyers. Donc jusque-là, assez simple. Et après, ils ont la version, on va dire, basique, mais qui n'est pas limitée, où là, on passe par la blockchain. Donc là, il y a des interactions avec des contrats. C'est un petit peu plus compliqué. Il faut savoir aussi sécuriser ces tokens. Donc, se servir d'une ledger, faire voilà, plus attention. Mais ça reste aussi un côté qui est plus sympathique parce qu'on peut faire beaucoup plus de choses, c'est-à-dire hypothéquer son immobilier tout en percevant encore ses loyers, en même temps réemprunter de l'argent, le réinvestir sur Realty pour d'autres propriétés pour faire un espèce de gros effet de levier, ou l'investir sur d'autres choses ou des projets personnels ou partir en vacances. Voilà, après ça dépend de ce qu'on veut faire. Mais c'est une plateforme qui propose énormément de choses. Et je pense que le côté justement où il faut être un minimum intéressé par la crypto, c'est assez intéressant quand on veut faire de l'immobilier justement sur Realty. Alors, petite parenthèse, je crois que la partie walletless maintenant est devenue, enfin, il y a des frais pour déposer de l'argent. Je crois qu'il y a une évolution récemment. Je ne sais pas si Alors, tu as vu ça. j'en ai entendu parler, j'ai pas encore fait l'essai parce que je gère justement le compte enfin, d'un de mes parents justement qui est en walletless et j'ai pas encore regardé là-dessus, mais je pense que je ferai une mise à jour si effectivement c'est le cas. Mais après, même en prenant les frais, je trouve que par rapport aux rentabilités des biens de Realty, ça reste quand même intéressant pour commencer à mettre un pied dans l'étrier. Et dans tous les cas, on peut passer de la version walletless à la version normale dans le temps si on en a marre et si on commence à mieux comprendre l'écosystème. Alors effectivement, pour reprendre un petit peu de hauteur, voilà, il y a des frais d'entrée, j'ai envie de dire, dans quasiment tous les investissements immobiliers, parce que Realty, le sous-jacent, même si bon, il y a une part crypto importante, ça reste de l'immobilier, que ce soit en immobilier physique, en SCPI, je vais en oublier, mais voilà, ou que ce soit l'immobilier tokenisé ou d'autres types d'investissements, la plupart du temps, il y a des frais à l'entrée, sauf en crowdfunding immobilier. Mais effectivement, c'est moins gênant parce que ça reste quand même des investissements de long terme. À partir du moment où on les paye une fois au départ, après, c'est parti. Oui, puis je pense que sur la plupart des plateformes, dans tous les cas, que ce soit immobilier ou même on peut prendre de la bourse, il y aura toujours des frais sur ce qu'on achète. Après, on va essayer de réduire ces frais en fonction des plateformes, des choses comme ça. Mais voilà, d'avoir des frais sur une plateforme telle que Realty, qui justement prennent du coup la protection de son portefeuille, donc, parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a la version normale, c'est nous qui détenons nos tokens. Mais ça veut dire que si je les sécurise mal, je peux potentiellement me les faire voler. Il peut y avoir des hacks qu'on a déjà vus. Voilà, là, Realty sécurise quand même ce portefeuille, donc ça peut être quand même compréhensible qu'ils prennent des frais. Alors, le crowdfunding immobilier, par contre, est un petit peu à part parce que lui, il n'y a pas de frais. Alors, pas de frais visibles, entre guillemets, c'est le porteur de projet qui amène son projet, qui va supporter les frais de la première brique via son appel de fonds. Et effectivement, l'investisseur, lui, n'a pas de frais, quoi. Donc, c'est un petit peu différent. Mais après, la plupart du temps, quand on investit en bourse aussi, via le PEA, il y a des frais d'ordre, il y a des frais divers et variés. Il y a même la TTF, d'ailleurs, pour les actions françaises. Donc, ça,
c'est très rare d'avoir un investissement sans frais. Alors après, je voulais revenir sur un autre point. Tu évoquais qu'il y avait plusieurs manières d'investir dans Realty. Donc, il y a la manière basique d'investir dans des propriétés. Et après, il y a d'autres aspects où on peut utiliser un peu d'effet de levier via les hypothèques et aussi le réinvestissement, si j'ai bien compris. Voilà, c'est ça. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle le RMM sur Realty qui nous permet de déposer certaines propriétés, celles qui sont validées et qu'on peut déposer donc dans le RMM. Là, c'est Realty qui choisit les propriétés en question, sachant qu'il parle d'une nouvelle version du RMM où il devrait y avoir plus de propriétés et une liquidité du coup plus importante qu'on pourra emprunter. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Pour le moment, il n'y a pas de date. Mais en gros, c'est la propriété que l'on a. On va continuer de percevoir nos loyers, sauf qu'on va l'hypothéquer. On va emprunter, on va dire, 75% du montant. Et ce montant, on peut le réinvestir sur la plateforme ou l'investir sur d'autres plateformes, ou du moins le sortir et le mettre sur notre compte si on veut. Bon, après, il y a quand même le côté imposition qu'il faut prendre en compte. Donc on parle un peu d'un effet boule de neige, réinvestissement et d'effets cumulés. Donc ça, c'est très intéressant. Effectivement, c'est une fonctionnalité que j'ai découverte récemment. Moi, j'ai investi dans mes premières propriétés, donc on va voir par la suite, mais c'est vrai que j'avoue que ça m'intéresse beaucoup. C'est un petit peu comme avoir une banque, mais une banque entre les utilisateurs de Realty, en fait. Parce que tous ceux qui vont déposer de la liquidité vont faire que derrière, cette liquidité va pouvoir être empruntée. Donc, ça va être vraiment sur l'écosystème. On est tous une banque. À chose à faire attention, ça va être le taux qui est quand même variable sur l'emprunt, qui n'est pas comme on connaît sur les crédits qu'on va faire, par exemple, dans une banque française avec un taux fixe. Ici, c'est variable. Donc, ça peut très vite monter. Et toi, si je reprends encore un petit peu de hauteur, vis-à-vis de ton patrimoine, tu investis, Realty, c'est ta plus grosse ligne d'investissement ou tu as d'autres choses en parallèle alors, tu as peut-être des cryptos aussi en parallèle de Realty ou tu as peut-être d'autres choses? Alors, effectivement, j'ai d'autres choses. Realty reste le principal de mon investissement. Donc, ça représente aujourd'hui 53% de mon portefeuille. Donc, D'accord. c'est quand même basé, on va dire, sur le côté crypto-monnaie, mais c'est plus le côté immobilier. Après, j'ai beaucoup de crypto-monnaies aussi, à peu près une trentaine de pourcents donc, sur mon portefeuille. Et après, on va descendre sur ce qui va être donc, sur la bourse, entre mon CTO et mon PEA. Et après, diverses petites choses, ça va être comment dire, des petites figurines, des statues, des choses que je pense qui peuvent se revendre dans le temps. C'est important de diversifier, de tester. Alors, après, sur la partie diversification, tu as évoqué que tu avais 53% voilà, de tes liquidités investies sur Realty. Moi, à titre personnel aussi, je suis très investi en crowdfunding immobilier, alors à quasiment 75%. Donc, c'est un risque, effectivement. Mais je pense à Warren Buffett qui aussi a développé une expertise sur certains secteurs et c'est grâce à cette expertise qu'il a toujours investi dans des sociétés, dans ce qu'il maîtrisait, sans vouloir diversifier partout, acheter de l'or ou acheter ce genre de choses. Et moi, j'ai un peu cette vision-là aussi de vouloir développer encore mon expertise sur le crowdfunding immobilier pour voilà, maîtriser encore plus cet investissement et mieux gérer mon risque par rapport à cette surexposition que j'ai et que j'assume. Voilà, après, ce qui compte, c'est d'être conscient justement de l'exposition qu'on a et du potentiel risque, sachant que dans tous les cas, on va dire, du moment où on investit, ça reste risqué. C'est de l'argent qu'on investit, c'est de l'argent qu'on est prêt à perdre. J'avais une question à te poser, moi qui m'intrigue beaucoup, concernant la fiscalité sur Ilki, parce qu'on voit il y a beaucoup de flou, parce il y a deux manières de prendre les choses. Soit on est en crypto et tant qu'on ne sort pas des crypto-monnaies, logiquement, on n'est pas facturé, mais néanmoins, là, le sous-jacent, ça reste quand même de l'immobilier. Et dès qu'on reçoit nos loyers, même si c'est en USDC ou en XDAI, on devrait être fiscalisé. Alors, je sais que, voilà, du côté des impôts, du côté de la loi, c'est pas très très clair. Mais après, qu'est-ce que tu recommandes, toi, aux investisseurs qui voudraient se lancer sur Ilti? Alors, moi, je pense que le mieux côté fiscalité, c'est prévoir un 30% d'impôt sur Realty. À ce moment-là, comme ça, on évite tout problème. Vaut mieux trop en donner au gouvernement et, bah, enfin, trop, entre guillemets. Mais 30%, dans tous les cas, c'est en général ce qu'il faut payer. Que si on déclare rien et que le gouvernement vient nous remonter, c'est pas dit qu'il le fasse, mais on sait jamais, l'amende sera plus élevée que les 30% qu'on aurait pu payer directement dessus. Je pars, moi, sur le côté imposition dans le sens crypto-monnaie. Après, effectivement, chacun fait ce qu'il veut. On peut toujours se dire, est-ce que bah, si j'investis une petite somme ou même si je mets 10 000 € sur Realty, est-ce que je dois le déclarer? C'est en son âme et conscience. Est-ce que forcément la personne va être retrouvée si en plus elle réinvestit ses loyers sur Realty? Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Mais en gros, il faut savoir que l'imposition, pour moi, enfin, elle est de 30%. C'est pas officiel, officiel, parce que les cadres de loi sont encore un petit peu flous, juridiquement, c'est compliqué.
Mais vaut mieux partir sur une imposition à 30%. Ah, effectivement, on a la flat tax et ça, c'est une bonne chose parce que du coup, ça simplifie aussi cette partie fiscale par rapport à d'autres actifs. Je pense notamment à l'immobilier physique ou les SCPI, où on a une fiscalité quand même qui reste plus compliquée. Et il y a une question d'ailleurs, je t'ai pas posée. Globalement, la rentabilité brute, elle est de combien sur Ilti, notamment par exemple sur ton portefeuille? Alors là, comme ça, tu me prends des dépourvu. J'ai jamais calculé la rentabilité brute directement sur mon portefeuille. En plus, entre ce qui est annoncé sur la plateforme Realty, ce qui est annoncé au moment où moi j'achète les biens et que du coup je fais tout un inventaire pour avoir en grosso modo le nombre de loyers que je vais recevoir à la fin de l'année, ça fait que changer. C'est de l'immobilier, des locataires s'en vont, des locataires reviennent. Voilà, il y a plein de choses qui bougent. Mais en gros, oui, il faut enlever, si on enlève les 30%, ça va me faire dans les 2500, 2600 euros annuels bruts. Pas en net du mois, pardon. Enfin, en net, si tu retires la flat tax. Parce que Voilà, si on globalement, retire la taxe. de ce que je vois quand les projets sortent, effectivement, on est aux alentours des 10%. Alors, des fois, il y a des propriétaires moins, des fois plus. Et après, il y a une particularité sur Realty, enfin, qu'on a classiquement dans l'immobilier, c'est pas une particularité, mais c'est qu'il y a un délai de jouissance, enfin, il y a un délai de carence jusqu'à obtenir son premier loyer d'environ à peu près un mois et demi. Et puis après, il y a également le turnover de la vacance locative, le turnover des locataires. Voilà, c'est surtout ça qui rentre en compte, d'où le fait de, même si on dit ne jamais investir tous ses œufs dans le même panier, c'est aussi, enfin, ça vaut aussi bien pour une plateforme, donc ici en l'occurrence on va dire Realty, mais une fois qu'on est dans la plateforme, c'est pareil, ne pas investir tous ses œufs dans le même panier sur le même, par exemple, token, donc sur la même propriété, sur une seule maison, sur un seul immeuble, voilà, essayer de diversifier au maximum son enveloppe pour que justement, comme tu dis, s'il y a des vacances locatives, ou s'il y a un souci sur un bien immobilier, peu importe ce qui arrive, ça permet justement d'avoir une exposition assez large et de permettre de, voilà, si on perd quelques centimes par-ci ou quelques euros par-là, c'est pas très grave puisque ça va compenser ailleurs. Sans parler en plus d'une potentielle plus-value des biens immobiliers, donc être investi sur plusieurs biens immobiliers peut potentiellement donner plusieurs plus-values. Il peut aussi y arriver de la moins-value. Un bien immobilier peut aussi baisser, ce qui n'est pour le moment pas le cas sur Realty quand on voit les augmentations de loyer et l'augmentation des biens immobiliers en question. Je pense que ils sont experts sur leur marché, ils doivent vraiment acheter pas très très cher les maisons et ils ont un avantage un petit peu concurrentiel, j'ai envie de dire, c'est peut-être là-dessus. Et par contre, quel avis as-tu sur cette surexposition à la ville de Détroit? Parce que ça, c'est une question que moi je me pose, voilà, un petit peu. Donc pour l'instant, bon, j'achète mes premières propriétés, donc ça reste une part marginale de mon patrimoine, mais effectivement, on investit dans des zones, enfin déjà à Détroit, dans des quartiers un peu particuliers. Je me pose un petit peu la question, est-ce qu'aujourd'hui, Realty va avoir une capacité à s'ouvrir à d'autres marchés, que ce soit aux États-Unis? Alors, je crois qu'il y a eu quelques propriétés à Chicago, un petit peu ailleurs au Mexique. Enfin, ça, Et c'est au des... Panama, Et puis également, voilà, est-ce qu'ils auront vocation ou est-ce qu'ils recherchent vraiment à sortir de Détroit ou pour l'instant, c'est trop tôt, ils n'ont pas encore les reins assez solides? alors, moi, de tout ce que j'ai vu, parce que je suis tous les community calls et effectivement, je suis assez impliqué sur la plateforme Realty. Après, à titre personnel, je ne travaille pas pour eux ou quoi que ce soit, hein. Mais de ce que j'ai compris, étant donné que moi-même, je ne connais rien en immobilier, encore moins du côté de Détroit, je trouve pas que forcément c'est une surexposition. Dans le sens où quelque chose qui est pas bête, c'est d'investir énormément dans un secteur qu'ils connaissent. Eux connaissent beaucoup les propriétés, donc type secteur 8, les propriétés qui vont être avec les loyers payés par le gouvernement. Donc un petit peu le principe des HLM chez nous, pour D'accord. reprendre un petit peu. Là où il y a un avantage, c'est qu'eux connaissent leur marché sur le bout des doigts. Donc ils connaissent Détroit, ils connaissent le marché de Détroit, ils savent ce qu'ils doivent acheter, ce qu'ils ne doivent pas acheter, ce qui peut prendre de la valeur, ce qui peut potentiellement en perdre, là où il faut attendre. Et ça, c'est quelque chose que bah, nous, on a du mal à comprendre. Déjà, quand on voit l'état des propriétés, quand on voit les quartiers, nous, en tant que Français, je pense qu'on vit avec comment dire, notre culture et c'est pas du tout pareil là-bas. Et quand on entend parler, donc Rémi et Jean-Marc, qui sont les deux fondateurs de Realty, c'est là où on se dit que, en fait, nous, ce qu'on doit juste faire, c'est leur faire confiance si on a une investition immobilière et prendre leur connaissance. Ou alors, à ce moment-là, il faut essayer d'aller du côté de Détroit et commencer à analyser le marché, ce que je ne fais pas. Ils ont une vraie expertise. C'est là où je voulais en venir tout à l'heure quand je parlais de crowdfunding, ma surexposition, comme toi sur Illy, c'est que tu crois aussi aux éléments et à leur expertise potentiellement d'investir globalement au même endroit. Même si tôt ou tard, ils vont probablement chercher à aller ailleurs, mais après, ça veut dire peut-être aussi augmenter leur équipe.
C'est toujours pareil. Je fais le parallèle aussi sur le crowdfunding immobilier où il y a l'agrément PSFP là, qui va sortir, qui est obligatoire à partir du 10 novembre 2023. Toutes les plateformes doivent l'obtenir ou alors elles doivent arrêter d'exercer. Et cet agrément va leur permettre d'exercer éventuellement au niveau européen. Sauf que je me disais, oui, c'est une possibilité, mais derrière, s'ils veulent aller sur d'autres marchés avec la barrière de la langue, les barrières juridiques, ça veut dire qu'ils sont obligés d'élargir leurs équipes et peut-être que Realty, justement, eux, déjà, ils ont des équipes très performantes localement sur Détroit et que pour eux, ça leur coûterait aussi cher ou voire même très cher d'aller ailleurs. Mais après, il faut Bah, peut-être laisser le temps au temps, quoi. chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'en étant sur un cercle concentrique comme Détroit, le moindre souci sur un bien immobilier, le moindre locataire qui veut changer, bah, en fait, il y a une équipe qui est au même endroit et qui peut s'occuper de tout. Le fait de partir, de devoir donc déjà s'éloigner de Détroit, ou encore là, du coup, de partir en France, prendre peut-être un ou deux biens en France, un ou deux biens en Espagne, je pense que pour gérer ce genre de biens, ça doit être plus compliqué. Les rentes sont déjà moins élevées du bien en question, puisque dans ce genre de pays, on va prendre la France, du 10%, voilà, je pense que c'est très compliqué à trouver. Mais si en plus la plateforme est basée à l'étranger, donc pour Elki, ils sont basés aux États-Unis, ils doivent gérer un bien qui va être français. Ils vont avoir potentiellement qu'un seul bien. S'il y a des soucis dessus, il va falloir qu'ils trouvent un prestataire pour faire les réparations. Enfin, les coûts vont être beaucoup plus chers que là, du côté de Détroit, où ils ont une équipe, ou peut-être plusieurs équipes. Mais je veux dire, enfin, tout est sur le même secteur. Une fois qu'on a monopolisé un secteur, c'est eux qui ont le monopole, c'est eux qui ont le marché. Ça aussi, je trouve ça très intéressant. C'est une réflexion que je me faisais récemment là, en analysant les projets. C'est qu'à force d'acheter au même endroit, ils sécurisent même parce qu'on voit qu'il peut y avoir de la délinquance ou dans certains quartiers. Mais à force d'acheter au même endroit, ils vont avoir toutes les propriétés, donc ils vont déjà les acheter pas cher. D'autre part, ils vont aussi gérer et assurer la gestion locative du quartier. Donc pas à pas, effectivement, ils vont avoir la mainmise sur un quartier et donc voilà, proposer des biens quand même de qualité, rénover s'il y a des choses à faire. Et donc, comme je le dis souvent, ayant fait moi aussi de l'immobilier physique, quand on propose des biens corrects, sains, fonctionnels, automatiquement, on attire aussi des bons locataires. Alors que si on vend, on est marchand de sommeil, on vend des appartements, enfin, on propose des appartements à la location un peu borderline, automatiquement, on n'attire pas les mêmes locataires. Donc ça, effectivement, je pense qu'il y a une vraie plus-value là-dessus aussi via leur expertise et leurs compétences. Moi, je pense que justement, c'est la plus-value du côté de Détroit. C'est pour ça que j'adore les propriétés qui sortent du côté de Détroit. C'est que je commence à en avoir tellement et que Realty a tellement acheté de propriétés du côté de Détroit. Enfin, Realty a acheté, Realty nous a fait acheter du moins plusieurs propriétés du côté de Détroit avec leur expertise, que je me dis que, bah, en fait, Détroit peut complètement changer en fonction de la vision de Realty. Si demain Ouais, Realty ouais, veut que c'est sûr. Détroit devienne une ville ultra moderne, bah, s'ils ont quasiment tous les biens immobiliers, pour eux, c'est beaucoup plus facile que de posséder juste une seule maison. C'est plus eux qui vont faire la loi, du coup, entre guillemets, bien sûr, mais que demain, posséder une maison en France qu'ils vont mettre en location, bah, ils sont obligés de tout suivre, quoi qu'il se passe, ils sont dépendants. Effectivement, dans leur action, la vision patrimoniale, c'est-à-dire qu'on peut envisager par quartier une augmentation du prix des maisons vu leur bon travail qu'ils réalisent. Après, le seul risque que je vois, après je pense que tu en seras d'accord aussi, c'est un risque d'une part sur Détroit d'un point de vue des entreprises, c'est-à-dire que c'est très lié à l'automobile. S'il y avait des grosses fermetures d'entreprises, effectivement, ça pourrait peut-être rendre le marché un petit peu plus compliqué, ou alors à l'échelle américaine, peut-être, voilà, comme la crise de 2008, une grosse crise immobilière qui arrive, qui là pourrait faire un petit peu mal aussi au marché. Mais après, derrière, tu as raison de dire que voilà, l'expertise, enfin, en tout cas, moi aussi, je le vois comme ça, l'expertise de Realty devient probablement très, très forte sur le secteur, que ce soit au niveau de l'achat, d'acheter pas cher et puis de la gestion locative. Après, il y a quand même une chose, c'est que on parle de, bah là, tu parles par exemple des sociétés automobiles, s'il y a un souci, s'il y a quelque chose. Peu importe où on investira dans le monde, il y aura forcément des gens qui vont travailler, que ce soit dans des restaurants, dans des sociétés. Ces sociétés peuvent faire faillite, il peut y avoir des soucis. Là, on a quand même un avantage, c'est qu'on investit dans une ville qui a déjà fait faillite. Donc, elle ne peut pour moi que se relever derrière. Il y a longtemps, justement, Détroit était connu pour les grandes entreprises automobiles qui étaient là-bas. Beaucoup se sont délocalisés, la ville a fait faillite. Depuis, la ville commence à se reconstruire. Et est-ce que justement, ce ne serait pas grâce à Realty que la ville se reconstruirait encore plus vite et que potentiellement, derrière, ça devienne le prochain New York, on sait jamais.
Ah, C'est c'est plus facile intéressant pour moi, encore. je trouve, d'investir sur une ville qui a fait faillite que sur une ville comme, on va dire justement, comme je prenais pour exemple New York, qui elle, on va dire, est au sommet. Bah, il y a peut-être un moment où elle va pouvoir tomber, cette ville. Dans le sens où il peut y avoir plus de criminalité, ça peut devenir de plus en plus compliqué. Et si on prend en ce moment du côté de Los Angeles, j'ai regardé beaucoup de reportages, il y a de plus en plus de criminalité, il y a de plus en plus de gens qui se droguent, de plus en plus de gens qui ne vivent plus dans des appartements, mais qui vivent dans les rues. Donc, comment dire, ça change. Les villes changent, et je pense qu'une ville qui a déjà, entre guillemets, connu ça, la faillite, peut pour moi que devenir beaucoup mieux dans le temps, en fait. Puis de toute façon, c'est quand il y a des difficultés qu'il y a des opportunités. Ça, tous les gros investisseurs le disent. D'ailleurs, ça me fait penser à la ville de Birmingham, je crois, qui est en défaut de paiement en Angleterre, qui n'arrivait plus à payer ses services publics et qui était dans une situation, alors peut-être pas similaire à Détroit, je ne sais pas trop, je n'ai pas en tête l'historique de Détroit, mais effectivement, c'est quand il y a des difficultés qu'il y a des opportunités. Il y a notamment, je crois que c'est Michael Ferrari, qui est un YouTuber qui a à peu près 150 000 abonnés sur l'immobilier, et justement, qui évoquait un peu la crise actuelle de l'immobilier en France. Moi, je suis beaucoup l'actualité sur le sujet. Je vois qu'il y a plein de choses qui vont pas, donc qui peuvent faire peur en fait à l'investisseur. Et lui, justement, il voyait que du positif parce qu'il disait mais c'est génial parce qu'on peut négocier de plus en plus maintenant les biens parce que pendant quelques mois, les gens n'ont pas voulu vendre, mais à un moment donné, le marché, faut bien qu'il bouge et il y a des gens qui doivent vendre dans l'urgence, donc ils doivent vendre pas cher. Tu peux faire des offres agressives aussi parce que l'agent immobilier, lui aussi, il y a moins de commissions qui lui reviennent. Donc automatiquement, peut-être qu'il y a des offres il y a quelques mois en amont qu'il n'aurait jamais proposé à son client pour la maison. Mais là, aujourd'hui, il faut bien qu'il vive aussi et qu'il baisse potentiellement sa commission s'il veut quand même encore faire des transactions et vivre. Donc c'était très intéressant et je suis assez d'accord avec toi. C'est dans les voilà, quand il y a des crises, il y a des choses à faire effectivement. Voilà, c'est dans ces moments-là où, en tant qu'investisseur, on peut essayer de trouver des bonnes solutions, enfin, des petites choses qui peuvent nous permettre de gagner plus d'argent dans le temps. Après, c'est pareil, on peut se tromper aussi. C'est à prendre en compte. Alors, on va peut-être avancer un petit peu et parler d'un autre sujet. Alors, les cryptos au sens large, donc tu as un autre portefeuille, enfin, tu as un portefeuille crypto en parallèle. Là, quel est ton objectif? Tu fais juste de l'investissement type DCA ou tu cherches à faire un peu de trading ou du swing trading sur quelques semaines ou ce genre de choses? Alors, le training, j'ai essayé en 2017. Je me suis rendu compte que c'était pas fait pour moi. Malgré tout ce qu'on peut voir comme vidéo, tout ce qu'on peut lire, qu'on peut gagner énormément d'argent, j'ai remarqué qu'on peut en perdre surtout beaucoup et très très vite. Depuis, je fais juste du DCA et on va dire que je fais du DCA à l'entrée. Donc tous les mois ou toutes les semaines, ou voilà, ça dépend. J'investis un montant programmé directement sur des cryptos. Mais après, il faut aussi penser au DCA à la sortie, c'est-à-dire pouvoir prendre des gains, parce que l'investissement c'est bien, mais sur ce genre d'actifs, ce qui compte, c'est d'arriver à prendre des gains. J'espère un prochain Blue Run et pouvoir arriver à sortir à ce moment-là. Après, rien n'est fait, mais pour le moment, je reste sur mon petit DCA. Le mieux sur les investissements, je crois que c'est de ne pas se prendre la tête, de ne pas regarder tout le temps. Donc le DCA, là-dessus, c'est juste génial. Je suis en phase avec toi, ça c'est clair. C'est aussi mon recul que j'ai après avoir testé beaucoup de choses. Et tu fais également du DCA donc en bourse, sur ton compte titre ou sur ton PEA? Voilà, exactement. Je fais aussi du DCA. Donc, alors, en ce moment, c'est plus sur le compte titre que sur le PEA. Sur le PEA, j'ai un petit peu arrêté parce que j'ai des actions qui ont pas mal de profit et j'ai pas envie de racheter du coup à un prix plus haut que je l'avais acheté. Et D'accord. sur mon CTO, donc, qui est sur Trade Republic, là, je fais un investissement programmé tous les mois. Je crois il y a à peu près 130, 140 euros d'investissement en automatique sur divers ETF. Celui-ci est plus justement sur la partie ETF que sur la partie action. Je trouve que c'est beaucoup plus facile que sur le côté des actions. C'est toujours sympa de se dire que, tiens, demain j'ai acheté une action Apple ou j'ai acheté une action McDonald's ou quoi que ce soit, mais c'est compliqué à gérer, compliqué à connaître toutes les nouvelles de ces sociétés, tout suivre. Au final, je trouve qu'un ETF, c'est beaucoup plus facile, moins de prise de tête. Et en plus, il y a aussi des ETF capitalisants où là, il n'y a pas le côté imposition tant qu'on n'est pas sorti de l'ETF. Donc on n'a pas vendu du moins. Alors après, moi j'ai un peu une vision différente là-dessus. Autant, bien sûr, je crois aux ETF capitalisants pour gommer un petit peu la fiscalité ou du moins l'avoir qu'à la sortie. Mais après, je trouve que c'est une stratégie qui me pose problème à deux niveaux personnellement. Après, c'est mon avis. Déjà, c'est vraiment une vision long terme, très long terme. Alors que moi, aujourd'hui, j'ai peut-être une vision d'avoir des revenus plus rapidement. Et au-delà de ça, je trouve que mentalement,
c'est quelque chose qui ne me convient pas. C'est-à-dire que d'investir dans des ETF, que ça prenne -20, -30% parce qu'il y a une crise. Enfin, j'ai besoin globalement, moi, ce que j'aime bien, ce que j'apprécie et là où je prends plaisir dans mes investissements, parce que c'est important aussi que ça reste agréable, et c'est de recevoir des dividendes ou des choses tous les mois, comme je le fais en crowdfunding, où maintenant j'arrive à générer globalement 1 000 euros par mois. Je trouve que de recevoir des dividendes mensuellement ou trimestriellement, ou de recevoir tous les mois de l'argent, je trouve que ça m'intéresse beaucoup plus. Moi, je suis plus dans cette démarche-là. Mais après, effectivement, c'est pas optimisé par rapport à du DCA en ETF capitalisant, où là, effectivement, il faut arriver à fermer les yeux, à ne pas regarder, à oublier un petit peu ce qui se passe en bourse et se dire, je verrai peut-être dans 5 ans, dans 10 ans ou plus ce que ça donne, quoi. Voilà, c'est surtout ça, parce que moi, justement, au début, j'ai commencé à investir directement sur des actions. J'avais plus de 150 actions. Je voulais diversifier, mais au final, quand on reçoit, que ce soit des dividendes ou des plus-values, quoi qu'il se passe, ça ne bouge que sur des centimes, parce qu'il faut mettre un montant astronomique. Je me suis rendu compte qu'avec un petit montant, le plus facile reste d'investir sur des ETF, où là, je trouve que je me prends beaucoup moins la tête. C'est beaucoup plus facile et comme tu dis, ça permet en fait de sortir ce côté-là des actions en me disant je verrai plus tard, il se passe ce qui se passe, c'est 130 euros par mois, c'est pas très grave. Mais si dans 10 ans, ça a marché et puis je serai content à ce moment-là. Non, mais je comprends de toute façon les deux réflexions. Je sais qu'il y a une guéguerre, notamment dans le YouTube game, entre certains créateurs de contenu qui misent tout sur les dividendes et d'autres qui misent vraiment 100% ETF. Moi, je comprends les deux philosophies. Après, ça correspond vraiment à ses propres souhaits, à ce qu'on a envie de faire avec son épargne. Et voilà, je comprends tout à fait cela. Moi, je suis pour les dividendes. Le seul truc là, c'est que j'ai remarqué qu'avec les actions que j'avais, j'arrivais pas à percevoir de gros dividendes. Et au final, d'avoir mis une grosse somme sur Realty, donc sur l'immobilier, me permet d'avoir à ce moment-là des plus grosses rentrées d'argent que juste sur des actions. Ou alors, il aurait fallu mettre une très grosse somme d'argent sur une seule action qui verse des dividendes. On va dire total, mettre 10 000 euros dessus, et là, peut-être que les dividendes auraient été plus conséquents. Mais la diversification aurait été plus risquée. Il y a quelque chose qui est compliqué avec les dividendes, c'est que souvent on peut être attiré par la rentabilité et aller vers des actions qui reversent beaucoup d'argent, type Total, type des actions matures AT&T aux États-Unis ou ce genre de choses. Mais le problème derrière, c'est que ces sociétés-là, il n'y a plus de croissance, quoi. Elles sont matures, elles sont peut-être leaders de leur marché, mais les perspectives de croissance derrière sont pas obligatoirement bonnes. Donc, on pourrait toucher peut-être du 6% de dividendes, 7%, OK. Mais derrière, peut-être que la valeur de l'action aussi va pas progresser dans le temps. Alors, Total, c'est peut-être un petit peu particulier vu la situation actuelle du cours du pétrole. Mais pour d'autres actions qui sont leaders sur le marché, qui sont matures, elles ont plus de marge de croissance et donc automatiquement, le cours, il va peut-être pas augmenter. Et donc, en regard de cela, il est peut-être plus intéressant, et moi, c'est plus ma philosophie aujourd'hui, c'est d'aller plus vers des valeurs de croissance qui versent quand même des dividendes, peut-être vers 1, 2, 3%, mais d'aller chercher des actions qui pourraient, dont la valeur pourrait augmenter peut-être de 10% par an dans les prochaines années, et également, vis-à-vis de leur historique, qui augmentent leurs dividendes de 10% par an aussi. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, là, dans une vision de moyen-long terme, de miser sur ces actions. Enfin, moi, c'est plus la stratégie que je cible. Mais en parallèle, je reste quand même hyper investi sur le portfolio immobilier qui me rapporte beaucoup plus à 8% net. Et je trouve ça quand même très intéressant, mais j'essaie un petit peu de me diversifier comme tout le monde et de tester, quoi. Oui, voilà, je pense que dans tous les cas, le mieux, c'est de diversifier. Et après, généralement, on va arriver à trouver un endroit, une niche où on va se sentir plus à l'aise à investir de l'argent, à mieux comprendre le sujet. Et du coup, c'est là où on va mettre un petit peu plus que la moitié de nos économies. Et sur le reste, on va essayer justement de diversifier un peu. Mais voilà, je pense qu'il faut trouver une niche où vraiment on se sent à l'aise d'investir dessus. On arrive à comprendre ce qui se passe, on comprend dans quoi on investit. Si on perd de l'argent, on comprend pourquoi. Je pense que c'est vraiment ce qui compte. Justement, tu parles beaucoup sur ta chaîne, enfin de temps en temps, de side business. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Je crois que tu investis dans des choses assez particulières et je pense que ça peut intéresser mon audience. Alors, effectivement, j'investis dans des choses assez particulières, enfin assez particulières, dans des choses du moins physiques. C'est surtout ça. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là dernièrement où j'investis maintenant dans des coffrets Pokémon. J'ai investi aussi dans certaines œuvres d'art. J'essaye de sortir des investissements virtuels, puisque les investissements, donc que ce soit en bourse, immobilier ou quoi que ce soit, des plateformes qu'on a parlé jusqu'à présent, c'est du virtuel, donc on les voit quand on se connecte sur notre ordinateur.
Mais j'aime bien aussi pouvoir admirer certaines choses et en espérant aussi que ça prenne de la valeur dans le temps. Très intéressant, voilà, d'aller chercher d'autres choses, de tester, et puis si on le peut aussi, des choses qui plaisent. Et Et, aussi à prendre en compte, ça va être le côté liquide, où certains investissements qu'on va avoir sous la main vont être beaucoup plus liquides. Donc, si demain on a besoin d'argent, de trésorerie, ça va être plus facile à revendre que sur certains investissements où, par exemple, on va être en bourse, mais la société elle est en chute en ce moment. Bon, bah, c'est pas le moment pour la vendre. Là, voilà, si on a un produit physique, c'est plus facile pour le revendre. je voulais te poser une dernière question en lien bah, avec tout ce qu'on s'est dit. Justement, tu investis dans beaucoup de choses. Et c'est quoi ton objectif à moyen long terme personnel? C'est vraiment de tendre vers cette liberté financière. Qu'est-ce qui te motive à faire tout cela, au-delà bien sûr du partage qui est satisfaisant, et c'est ça qui est bien sur YouTube, parce qu'on peut partager notre chemin, notre parcours dans ces divers investissements. Et justement, qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu veux atteindre voilà, dans quelques années autour de ces investissements? Alors, mon premier but, je vais pas te mentir, serait la liberté financière. Je pense que le chemin est long, donc il faut quand même compter, à mon avis, une dizaine d'années en investissant quand même des sommes conséquentes tous les mois. Après, bien sûr, ça peut changer, mais voilà, j'aimerais d'ici une petite dizaine d'années arriver à être libre financièrement, à avoir un plus gros pécule que ça aujourd'hui sur Realty, au moins multiplié par deux ou par trois, et pareil, continuer sur de la bourse, continuer un maximum sur des investissements en ligne pour ne pas être dépendant de quoi que ce soit d'un pays ou quoi, enfin voilà, pour pouvoir bouger plus facilement et potentiellement profiter d'une fiscalité plus faible dans le temps. Ça aussi, ça à prendre en D'accord. compte. Je pense qu'on est tous un petit peu animés par cela. Alors, les libertés financières, ça sera qu'une étape. Certes, c'est long, mais en passant à l'action régulièrement, il y a la satisfaction quand même de voir le capital et les intérêts grossir de mois en mois. Ça, c'est vraiment top. Et puis après, au-delà de la liberté financière, c'est aussi d'avoir la liberté au sens large, hein, liberté géographique temporelle, de pouvoir continuer nos activités, parce qu'on ne s'arrêtera jamais de faire des choses obligatoirement, mais c'est vrai Bien que sûr. c'est très motivant d'avoir cette cible-là et de pouvoir faire ce que l'on veut peut-être dans 10 ans, 15 ans, enfin on verra bien quoi. Et même si on va dire, par malchance, j'arrive pas à atteindre la liberté financière, je serais quand même content de tout ce que j'ai appris, du plus que ça me donnera plus tard, parce que beaucoup parlent de la retraite. Même moi aujourd'hui, je sais pas s'il y aura une retraite plus tard, enfin, ou même s'il y en a une, je sais pas quel sera le montant. Je serais toujours content d'avoir eu, comment dire, cet aspect investissement en étant plus jeune et d'avoir ces petits revenus qui tomberont en plus. Parce qu'on n'est pas obligé non plus de se dire, ah, je veux investir pour être libre financièrement. On peut investir juste pour gagner peut-être 100 ou 200 euros de plus par mois, puisque ça nous suffit. Mais voilà, je trouve que l'objectif juste d'investir, de comprendre qu'on peut faire des choses aujourd'hui avec un ordinateur, quelques euros, et apprendre tous les jours, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. Alors, apprendre, se nourrir intellectuellement et puis voilà, et aussi échanger sur nos chaînes YouTube, parce que ça aussi c'est très très motivant. Des fois on a des retours voilà, de personnes qui nous apportent un angle différent sur les choses, et ça nous permet vraiment d'avancer. Et c'est comme ça qu'on apprend, parce que moi, demain, je vais peut-être avoir un point de vue sur une certaine plateforme, et demain, quelqu'un d'autre, ou toi, tu vas pouvoir m'éclairer, me donner un avis différent qui peut justement me faire réfléchir. C'est ça qui est bien aujourd'hui, c'est que bah, grâce à des plateformes comme YouTube, on peut tous apprendre en restant chez soi, sans payer, gratuitement, apprendre des uns des autres. Et je trouve que juste ça, en fait, c'est magique. Là-dessus, j'ai rien d'autre à dire. Ça va être le mot de la fin. Je vais vraiment te remercier voilà, d'avoir répondu à cette demande pour une petite interview. C'était très, très intéressant. Je suis certain que mon audience va apprécier. Et d'ailleurs, bah, je le rappelle, hein, il y a le lien vers la chaîne YouTube Un peu moins pauvre en description. Je l'ajouterai. Donc n'hésite pas à aller la voir, à suivre son contenu. Tu as également un groupe Telegram, si je ne me trompe pas. Effectivement, j'ai un groupe Telegram, bah, généralement c'est en description aussi de ma chaîne, et un site internet www.unpeumoinpauvre.fr pour ceux qui veulent, où il y a justement tout le récapitulatif des vidéos et de ce que je fais. Super. Bah, écoute, encore merci. Bonne chance pour la suite. Et puis on se dit à bientôt. Merci à toi, salut! Allez, salut.